Sans plus attendre, nous allons inviter nos invités, à savoir Simel Essim, chef de la branche coopérative de l'Organisation internationale du travail. Simel. Miguel Cabrita, secrétaire d'État à l'emploi pour le gouvernement du Portugal. Jude Oreilly, directeur senior de la Fondation Skoll. Chantal Moussokura Fanny, maire de Canayusso, sénateur de la région du Folon et ambassadrice plénipotentiaire de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur scène. Elisa Torrenegra, à la tête de la Gestalt Salud, coprésidente du Forum international de l'économie sociale solidaire. Et monsieur Tadej Slapnik, qui est directeur de Tolar Hnet, qui est président du World Blockchain Hub et ancien sénateur d'État de Slovénie. Bienvenue. Et enfin, Alexandre Mars, PDG de la Fondation EPIC. Bienvenue. Bienvenue. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est par cette phrase du célèbre Antoine de Saint-Exupéry que nous souhaitons introduire cette plénière qui ouvre le chemin pour mener les travaux du sommet Pact for Impact. En évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable, une distinction peut être faite entre les changements apportés au goutte à goutte et les mutations réelles, profondes, transformatives. Quelles approches permettront de passer de la marge à la norme, de l'approche incrémentale des petits pas à une approche transformative? Depuis quelques années, l'intérêt des académiques, des politiques et des acteurs pour les questions sociales et environnementales va croissant et s'érige au rang d'objectifs prioritaires bien au-delà des motivations de profit. Cette tendance s'illustre notamment par le fait que les gouvernements orientent leurs relations et leurs activités économiques vers l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Or, l'économie sociale et inclusive, en tant que source soutenue de croissance, de plein emploi productif et de travail décent, pour tous, participe à l'émergence de solutions durables et innovantes, qui donnent des réponses aux défis économiques, sociaux et environnementaux. Nul doute donc que cette économie est une réponse véritable aux causes profondes d'une économie qui n'aura pas su résoudre les problématiques d'exclusion et court-termisme. La contribution de l'économie sociale et inclusive à la réalisation des objectifs de développement durable doit être reconnue, y compris par son rôle transformateur. Vers l'atteinte de l'agenda 2030, pas d'objectif de développement durable sans économie sociale et inclusive. C'est ce que nous démontrons aujourd'hui avec nos chers invités. Nous expliquerons les limites des approches existantes pour parvenir à un développement productif, inclusif et durable. Nous soulignerons la nécessité de s'éloigner des approches goutte à goutte pour s'orienter vers des changements transformatifs. Nous construirons et sensibiliserons aux différentes formes de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire. Nous présenterons les efforts déployés par diverses institutions pour intégrer l'ESS et la marche collective vers une économie inclusive et plurielle. S'il est un engagement que nous voulons particulièrement mettre en lumière, c'est celui de la co-construction. Parce que nous sommes des acteurs du changement, parce que nous croyons à la force de l'action collective, parce que nous appelons à une convergence des agendas et des consciences, nous encourageons la co-construction d'écosystèmes, de partenariats fertiles dans lesquels l'économie sociale et solidaire et l'économie inclusive accéléreront la réalisation de l'agenda 2030 dans son ensemble.
Dans ce cadre, les co-organisateurs de cette plénière vous proposent un panel d'intervenants d'origines géographiques différentes, de secteurs différents. Pour leurs interventions, ils vous offrent un éventail de perspectives selon les acteurs qu'ils représentent, que ce soit organisations internationales, gouvernements nationaux, collectivités territoriales et entrepreneurs sociaux et organisations de l'économie sociale et solidaire. Tous ces types d'acteurs sont susceptibles de s'engager pour une alliance globale pour l'atteinte des ODD, au travers de propositions très concrètes qu'ils nous présenteront à partir de maintenant. Donc nous invitons tout d'abord Simel. Attendez. Donc Simel Esim, d'origine turque, qui est une économiste politique qui travaille dans le développement social et économique depuis 25 ans. Elle est chef de la branche coopérative de l'Organisation internationale du travail. Auparavant, elle était spécialiste technique principale au bureau régional de l'OIT pour les États arabes. Elle travaille et a travaillé sur le développement de l'économie coopérative, sociale et solidaire, l'emploi informel et l'autonomisation économique des femmes. Elle vous fera une présentation qui s'intitule « Les progrès du travail décent en économie sociale ». À vous, Essim. Merci. Can you hear me? Great. Greetings from the International Labour Organization. This is the specialized agency of the United Nations responsible for the world of work. It has a mandate on social justice and decent work. It's also responsible for Sustainable Development Goal number 8, which is about sustained, inclusive, and sustainable economic growth, and full and productive employment and decent work for all. Decent work is not just one goal. It runs across the other sustainable development goals, such as SDG 1 on ending poverty, SDG 2 on food security, SDG 5 on gender equality, and SDG 10 on reducing inequalities. ILO is turning 100 this year, and its member states, all 187 of them, its governments, workers and employers organizations of its tripartite structure, came together to imagine the future of work we want. And what is it that we need to do to contribute to this future that we want? So as a result of their deliberations, last month they came up with a declaration, a centenary declaration, that calls for a human-centered agenda for the future of work. It is about enabling people to benefit from the changes that are happening around the world, technological, environmental, demographic, and economic. It also calls for an enabling environment for sustainable enterprises, including cooperatives and social and solidarity economy. Of course, some of these mega changes are coming with opportunities. Others are resulting in loss of jobs or deterioration of work conditions, like we see in the gig economy. The declaration also calls for innovation, for stakeholder governance, for community engagement, and for partnership, things we've been hearing all this morning. Through its principles of solidarity, self-help, mutualism, its tenets of democratic governance, autonomous and independent management, and voluntary and open membership, social and solidarity economy is well positioned to respond to this call for contributing to creating the future of work we want. Coming from the ILO, that future is, of course, very much about decent work that is also generated by all sorts of enterprises, including those that are part of the social and solidarity economy, whether they are cooperatives, associations, social enterprises, or mutuals. We already know social and solidarity economy creates jobs. SICOPA, the sectoral organization of the International Cooperative Alliance responsible for industrial and worker cooperatives, estimates that 10% of the world's employed are employed by cooperatives.
We know social cooperatives are creating jobs for people with disabilities, for migrants and refugees, informal economy workers, waste pickers, street vendors, domestic workers, home-based workers in the global south are creating their cooperatives and solidarity economy organizations to be able to negotiate the markets and better conditions of work. Platform cooperatives of gig economy workers are helping them negotiate this very treacherous new sector. Renewable energy co-ops, associations ensure democratic ownership of renewable energy, community engagement, and create green jobs. That's all very well, and perhaps we may say, what else do we want? Isn't that enough? But I think this centenary declaration in its vision is pushing us for something more. It is asking us to really make decent work a central building block of the social economy. How can we do that? At the ILO, we have standards. It's a normative institution. We have 190 conventions, 206 recommendations. Cooperatives have a recommendation, number 193, that has been used for more than 100 countries to revise their laws. And there are actually recommendations, like a recommendation on transition from the informal to the formal economy that talks about social and solidarity economy. We do not have a specific standard on social and solidarity economy, nor a discussion at the ILO yet on this topic, but member states, governments, employers and workers' organizations can ask for that. We also work with governments in improving their laws and policies on social economy in South Africa, in Tunisia, in Vietnam, in Peru. And research is critical in doing these changes. In fact, 2 research projects are going to share their results in Trento in November this year on social economy and the future of work, funded through the French and Luxembourg governments. Very concretely, what could we do about decent work promotion through social economy? The ILO's decent work agenda has 4 fundamental principles and rights: elimination of child labor, forced labor, discrimination, and promotion of freedom of association and collective bargaining. Child labor, 60% of child labor is agriculture, 70 million children, that is. Many social economy organizations are very prominent in agriculture. We are working to activate the potential of these organizations to eliminate child labor in their own operations, in their members' operations, and in raising awareness for the community. The tools are underway, piloted, and 8 countries are positioned in Africa and the Middle East to use them. Of course, we cannot do all this alone. Partnerships are clearly very important. We have bilateral partnerships with many of you in the room, the International Cooperative Alliance, Global Social Economy Forum, CIRIEC, and we have multilateral fora, like the UN Task Force on Social and Solidarity Economy, with UN agency members, OECD, as well as social and solidarity economy organizations. And this call for the Pact for Impact is very, very timely, and these partnerships are crucial not only for getting decent work into social and solidarity economy, but for also advancing the sustainable development agenda. Thank you. Thank you. Thank you very much, Simel. Now, Dr. Miguel Cabrita. Donc vous êtes sociologue et maître de conférences à l'université universitaire de Lisbonne. Vous enseignez sur les politiques publiques de l'État, les politiques sociales, les théories sociologiques contemporaines. Vous avez été conseiller au cabinet du ministre du Travail et de la Solidarité sociale, où vous avez exercé pendant la présidence du Portugal à l'Union européenne en 2007 la coordination dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales. Vous êtes actuellement secrétaire d'État à l'emploi pour le gouvernement portugais.
vous allez nous parler de l'économie sociale pour une société solidaire et inclusive. S'il vous plaît. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le Commissaire et la France pour avoir organisé cette magnifique conférence. C'est une opportunité pour tous et j'espère que les résultats seront positifs. Now turning to English. Yes, from our point of view, and I'm speaking of course on behalf of the Portuguese government, social economy is a priority at all levels. And there are good reasons, I think, for that. First of all, despite its secular roots, social economy is becoming increasingly important on different aspects of our economic systems, our welfare state, because it's a driver of inclusive growth, but also social and territorial cohesion. So it helps to create jobs, to foster the economy at large, but also to promote the inclusion of the most vulnerable groups, and that's a balance that's very important. And also in line with what has been said before, social economy touches and has direct links with many different sustainable development goals. Not only decent work, but decent work is of course a very important one, but gender equality, peace, sustainable production and consumption patterns, and I could perhaps list many more. One of the things I would like to highlight is the fact that social economy is based on very distinctive principles: cooperation, reciprocity, solidarity, collective responsibility, and very important values such as humanism, democracy, and solidarity. And it actually plays, I would say, a twofold role in our societies. On the one hand, it helps to improve the living conditions of people, especially to the more disadvantaged groups, not only to them, but especially to them. So whenever there are, whenever and wherever there are market failures, or the state does not have the capacity to solve social problems, the social economy is a very important instrument. But also, social economy plays an increasingly important role in the economy and labor market itself. It creates jobs, it fosters innovation, it creates new conditions for social entrepreneurship and to social impact, which has already been mentioned before. And the plurality of initiatives of social economy is very important for this matter. So at the intersection of these dimensions, social economy has the distinctive feature of promoting, I would say, a virtuous balance between freedom of initiative on the one hand, but the pursuit of collective welfare. And of course, social economy is very plural. It has different layers, from companies with social responsibility, for also market companies that operate in the social field. But I would like to call for a special attention to what I would say is the fully fledged social economy, which is the enormous diversity of organizations which operate not in market terms, but perhaps beyond the market. Cooperatives, mutuals, NGOs, charities. Of course, in different countries, there's a different configuration of all this universe, this constellation of organizations, but I think they must be nurtured and protected and promoted, because they are, as I said, a little bit beyond the market, and they are also what assures us, in collective terms, that we have answers that go beyond markets, particularly when market fails, because societies are so much more than markets, and social economy is also about guaranteeing that space. I'm not saying that markets are not important. They are crucial. They need to operate well. They need to be well regulated. They need to benefit all. But there are dimensions of our societies that go beyond markets, and those are the ones also that need to be promoted and fostered. And this is social economy, of course, in its, I would say, in its purest form. This dimension of social economy is very important to many sustainable development goals that I've said, and this is crucial to move, as you have said, from incrementalism to the capacity to really transform societies and make impacts on different levels. Anyway, and I have called for this view of social economy in its broadest
sense possible. But I would also like to stress that it's very important that social economy itself and the organizations that are part of social economy have a very specific attention to decent work. Because if social economy is not focused on decent work, then how can we call to society as a whole and to markets as a whole to be? So there's also an importance of focusing social economy on decent work, because it helps to integrate and include disadvantaged groups. It creates jobs, and it's very important that social economy meets the demands of decent work as well. I would like to conclude by saying that while many of us in our societies still call for individual responsibilities and market outcomes, whatever they are, as the best solution, I think we are on the right track because collective and balanced solutions are becoming increasingly more recognized and necessary and are gaining strength, and social economy is key to these goals. Of course, I'd like to underscore this. We have very different views and forms of social economy, but what holds them together is this idea of collective initiative to meet collective goals and goods, and this is very, very important to society as a whole. Just a few words on Portugal to conclude. In Portugal, there's a long tradition of the state supporting social economy, a long-standing partnership between the state and different forms and different branches of the social economy. This partnership is being renewed. We hope to conclude a new and renewed partnership in the coming days. Also, in a few days' time, we will have the presentation of a very important instrument that I know that other countries are trying to develop as well, which is what we call a satellite account of social economy, to have very detailed data on the different branches, the impact, the jobs created, the evolution of social economy and its organizations. And I think that to have better information is also key, not only to design public policy, but also to help the different actors on the field to know where they are coming from, and what are the directions of their development. Also, we are trying to develop the social impact methodology, so there are different things happening, and as I have said, this is a priority for the Portuguese government, because we believe that investing in social economy is investing in sustainability itself. Thank you. Thank you very much for your intervention, Miguel. Après l'intervention au niveau d'une organisation internationale, d'un gouvernement, on va passer à un acteur de l'économie sociale et inclusive, à savoir une fondation. Donc Jude O'Reilly, vous êtes nord-américain, vous avez plus de 18 ans d'expérience en technologie, en gestion et entrepreneuriat dans le secteur privé. Des entreprises de fortune 500 américains incluent Amazon. Au premier employé d'une start-up axée sur la santé, Jude a lancé plus de 100 produits destinés aux consommateurs et aux grandes entreprises. Aujourd'hui, il est responsable du prix SCOL pour l'entrepreneuriat social et du financement de la fondation SCOL, en partenariat avec plus de 100 lauréats SCOL du monde entier. Je vous laisse la parole. Merci. Laura, thank you for the compliment of calling me a North American. What did I say? Mesdames et messieurs, je comprends, je parle un mot de français. Ce mot, l'entrepreneuriat. L'esprit de social, l'esprit d'entreprise. Le reste, c'est Google. And you can see how well it works. We in the United States are inheritors of a great legacy, and it's actually a French legacy. It comes from an economist, Jean-Baptiste Say, who's actually buried a mere 10 kilometers away from here. He came up with this word, this idea of, in simple, non-economic terms, taking the best of what you have, taking your capital, and putting it in the place where it's going to make the most money. That idea came to the United States, and it was wrapped around something really important, which I actually didn't know. And that was something as simple and mundane as bankruptcy laws. If an American superpower is a willingness to look foolish in public, bankruptcy laws made that possible.
they allowed for a culture of risk-taking, a culture that embraced the idea that you could make mistakes and you could make those mistakes in public, and that can actually become a badge of honor. And where I come from in the world, in Silicon Valley, that is almost a cliche. Many entrepreneurs will begin with not just their journeys of success, but their journeys of failure. And part of what I want to impart to you today, part of my commitment today, is to help enroll you in that idea that we must allow that space for failure for social entrepreneurs in order for us to move beyond the incremental and move into the transformative. This was a critical moment, I believe, in America's progress around social entrepreneurship, as it was a critical moment in our progress as entrepreneurs in general. It became not just a celebration of the audacity, the vision, the analytical ability, the ability to understand a market and to develop a solution to that market, but also a capacity for, you could call it compassion, a willingness to go on the journey of an entrepreneur, which is rarely a straight line up and to the right. It is, if you've been on that journey yourself, it is a bumpy road. And as funders and as policymakers and as others that support the social and solidarity economy, I believe it's our role, it must be our commitment to go along that road with them. But unfortunately, I think too often we do the opposite. So I would like to bring you along with 4 commitments today. 4 commitments to act differently in our role in the social economy. The first is unrestricted funding. Too often we ask for transformative change from social entrepreneurs. We ask them to take a very hard underlying problem, like the education of girls in our society, and fix that overnight. We constrain them to specific budgets and extraordinary predictions of the future that no for-profit entrepreneur would ever sign up for, but for some reason in the context of grant making, we think is okay. What I'm asking you to commit to today is unrestricted funding. It's the same funding that I received when I was in the world of for-profit entrepreneurship, that was about delivering an outcome in the world. It wasn't about delivering a specific target. Too often those specific targets, while comforting to funders, are a prison for the entrepreneur. The second is, I want to enroll you in big bets on hard problems. This astounded me when I learned it, but in the United States, venture capital, which we talk a lot about, is a little bit more than $130 billion US. But American philanthropy is $400 billion. $400 billion in 2018. That's a gigantic number, but it's doled out in my country in very small drips and drabs. $30,000 is the median foundation investment in social entrepreneurs. So it's a very small quantity, and that's another of that like capacity for taking risk that will just give you a little bit, but we expect transformative change in return. So bigger bets of the kind that we're seeing as philanthropists and funders come together with government around co-impact and audacious worldwide and other funding collaboratives worldwide, we can make larger multi-million dollar investments in social entrepreneurship. The third is direct funding of local leaders. Too often, and this is particularly true in the case of American aid money overseas, that funding is actually given to Western intermediaries. And it's not just a little bit of that funding, it's the vast majority of that funding. According to the nonpartisan research arm of the US Congress, in 2015, I don't know what part you're clapping at though. Was it? According to those nonpartisan numbers in 2015, only 4% of USAID assistance went directly to foreign governments. Everything else is being spent in Washington, D.C., and trickles down to the places in the world that so clearly need that support. So we must have the courage as funders to reach into, to understand local communities, their leaders, and their funding. And perhaps most of all, in this conversation around the SDGs, I think we can all agree they disproportionately affect women. That hopefully should not be, all 17.
to a T, disproportionately affect women. The United Nations research has told us that. And yet, in this world of Western intermediaries, too often, people that frankly look like me are making those investment decisions, as opposed to connecting with and bringing women internationally to that table of development. If there's one thing I could ask you today to commit to, it is bringing the underrepresented to the table of social entrepreneurship, bringing the underrepresented to the table of international funding. I believe it's only then that we'll have true transformation in the SDGs. Thank you. Okay, merci beaucoup. Thank you very much, Jude, for that. I think there is a lot to take away from what you just said. Maintenant, Madame Chantal Moussoukoura Fanny, vous avez quelque chose de passionnant vous décrivant. Vous êtes votre passion, en fait, est d'éradiquer la pauvreté dans votre commune de Cagnasso et dans toute sa région, du Folon, en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes doctorante en sciences politiques, vous êtes ambassadrice plénipotentiaire de votre pays, la Côte d'Ivoire, sénatrice de votre région, le Folon, première femme élue et réélue maire de votre ville, Cagnasso, depuis 2013, et unique femme sénatrice de votre district. Donc vous portez quand même, vous êtes emblématique. Vous œuvrez dans... Vous œuvrez personnellement dans l'éducation, notamment, auprès de la gratuité de la scolarité, l'octroi de bourses aux élèves, la prise en charge des enseignants. Vous avez construit, je crois sur vos fonds propres, le premier collège d'enseignement secondaire dans votre commune. Vous participez au rayonnement de votre commune par l'installation d'antennes relais, de téléphonie, de référentiels de géographie digitale, de référencement digital. Mais aujourd'hui, vous êtes surtout là pour nous parler de l'objectif du développement durable numéro 5, celui sur les femmes, celui sur l'égalité des sexes. Et vous allez nous parler du rôle transformatif de l'économie sociale et solidaire dans l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes. C'est à vous. Merci beaucoup et je voudrais d'abord remercier Monsieur le Haut-Commissaire et toute son équipe de nous avoir invités et vraiment de nous avoir très bien reçus. Vraiment merci et nous espérons pouvoir être à la hauteur de l'attente que vous mettez en nous. Alors, on va parler, puisqu'on n'a que 7 minutes, on va essayer de résumer tout ce que vous avez dit par rapport au thème que vous nous avez donné, l'inégalité des sexes et en fait le rôle de la femme dans l'économie solidaire et sociale. L'inégalité des sexes constitue l'un des principaux obstacles du développement en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, dans ma région, parce que nous sommes carrément au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 1000 km d'Abidjan. Et nous avons une société qui est essentiellement féminine parce que toutes les personnes qui ont des bras et qui peuvent apporter une plus-value descendent carrément au sud. Donc nous avions pour objectif d'accompagner les femmes à être autonomes, à se prendre en charge. Nous estimons que l'État, il y a des actions de l'État, du président Alassane Ouattara, qui accompagnent cette autonomisation. C'est vrai que c'est une volonté. Entre la volonté et l'action sur le terrain, il y a quand même une différence, mais les choses se font et se construisent. Et nous, acteurs du développement, nous accompagnons l'État dans ce domaine-là. Alors, la thématique « Comment parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de la jeune fille à la femme » est ainsi acquis. En fait, toutefois, nous fixons l'objectif de contribuer et clarifier l'importante implication de l'économie sociale et solidaire autour de 3 grands axes.
parvenir à l'égalité des sexes, parce que au-delà de tout, quand nous parlons d'égalité des sexes, nous ne voulons pas dire que la femme est carrément égale à l'homme, parce que notre culture ne nous l'a pas appris. Nous parlons de l'égalité des droits et leur application sur le terrain. Moi, je vous le dis et je le dis tout le temps, je n'ai pas grandi, je n'ai pas été élevée à voir mon père faire la cuisine. Et c'est une aberration pour moi de le faire. Donc, je ne voudrais pas que mes enfants fassent la cuisine, à moins qu'ils le fassent par plaisir. Donc, les parvenir à l'égalité des sexes, autonomiser les femmes et les filles, clarifier le rôle de l'économie sociale et solidaire dans l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes. Alors, comment parvenir à l'égalité des sexes? Parvenir à l'égalité des sexes, c'est donner la priorité, entre autres, sur plusieurs volets, notamment le volet éducatif. La scolarisation regorge des difficultés dont sont victimes les jeunes filles en particulier. Alors, dans le cas de SPEX à Cagnasso, quand nous avons été élus en 2013, nous avions constaté que 13% des jeunes filles comme des jeunes garçons n'atteignaient pas le bac. Parce que, justement, après la classe de la CM2, il fallait aller dans d'autres villes, loin de leurs parents, pour pouvoir continuer le collège et le lycée. Et 15% n'atteignaient pas. Pourquoi? Les jeunes filles étaient à un moment donné violées, elles avaient des atteintes quand elles partaient loin. Les jeunes garçons arrêtaient les études. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Notre budget ne nous permettant pas de pouvoir construire. Et ce n'est pas la vocation d'une mairie de construire l'école, des collèges. Il a été impératif pour nous de construire un collège. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de dire que depuis 2013, nous avons construit notre premier collège. J'ai été élu en avril 2013. En septembre, nous avions notre premier collège, notre première classe de 6e, avec 20 élèves. Aujourd'hui, on a 300 élèves. Et je suis contente et fière de dire que hier, on m'a appelé pour dire qu'au brevet, nous avions présenté 63 élèves, 44 ont eu le brevet, dont 18 filles. Alors, les filles, c'est la relève et elles sont majeures, ce qui veut dire que c'est un point culminant, l'éducation de la jeune fille pour que la jeune fille puisse sortir des clichés, celle-là qui doit rester à la maison, faire la cuisine, parce que malheureusement, c'est ce que nous vivons encore dans nos régions reculées en Côte d'Ivoire. Donc, notre objectif aussi, c'est de former les jeunes filles à la relève, et nous avons créé donc un réseau international des femmes leaders. Et ce réseau-là, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est accompagner les femmes, que ce soit du milieu rural comme du milieu urbain, à d'abord prendre conscience en elles. Notre leitmotiv, c'est relever le leadership en chacune d'entre nous. Il faut que les femmes arrivent à avoir confiance en elles, concevoir dans leur tête un projet, et puis on les accompagne. Ensuite, leur donner des pistes de développement, parce que ça aussi c'est important. On est tous là, on veut beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment le faire. Il faut qu'on accompagne les femmes à le faire. Et ça c'est un pan de l'autonomisation. L'objectif aussi serait d'encourager l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le développement économique, à éliminer toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y compris par le mariage précoce, le mariage forcé, ainsi que promouvoir la possibilité de participation équitable à tous les niveaux. Alors, on a parlé de développement économique, parce qu'effectivement, les femmes donc, travaillent très peu. C'est vrai que nous avons beaucoup de femmes qui sont intellectuelles, mais quand nous regardons la somme des femmes en Côte d'Ivoire, il y en a très peu qui ont la possibilité de d'avoir une relance économique. Il faut pouvoir les accompagner afin que, étant autonomes, elles accompagnent et leur mari et permettre aux enfants d'aller un peu plus haut. Alors donc, nous n'avons pas pu parler de tout, mais nous disons que l'autonomisation des femmes est une réalité, peut être une réalité parce que nous y travaillons, nous y allons doucement, sûrement, mais nous y parviendrons très prochainement avec l'accompagnement de tout. Et les hommes nous accompagnent, il faudrait les féliciter aussi.
Merci. Merci beaucoup. Alors, de l'autonomisation des femmes, nous passons à la santé avec l'intervention d'Elisa Torrenegra. Vous êtes colombienne, médecin et spécialiste en sécurité sociale. Depuis 17 ans, vous êtes à la tête de Gestart Salud, qui regroupe des entreprises solidaires qui garantissent des soins de santé pour plus de 11 millions de personnes parmi les plus pauvres en Colombie. Vous êtes aussi vice-présidente pour l'Amérique latine de l'Association internationale de la mutualité, l'AIM, mais également présidente de l'Alliance des mutualistes d'Amérique, AMA, et coprésidente de SSFI. Vous allez présenter donc l'expérience de l'ESS dans le système de gestion de santé en Colombie, qui est un instrument pour réduire la pauvreté multidimensionnelle et favoriser la paix. Merci. Bueno, muchas gracias. Para mí me es más cómodo ponerme de pie. Sí, está bien. Como dice Laura, yo vengo de Colombia, un país de Sudamérica que alberga sus 48 millones de habitantes en 1.1 kilómetro cuadrado de vastas montañas. Allí duermen los Andes en el punto más alto sobre el mar, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Empieza el pulmón global, que es la selva del Amazonas, donde tenemos 0.5 habitantes por kilómetro cuadrado, muchas diferencias culturales, muchos desarrollos diferenciales entre regiones, o sea, tenemos muchos países en uno solo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se concentra el desarrollo económico, el desarrollo estructural del país en las grandes urbes, allá a lo lejos falta la infraestructura educativa, falta la infraestructura de salud, faltan servicios públicos, faltan vías, y eso significa pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en Colombia hemos venido teniendo, si pudiéramos colocar la presentación, nosotros hemos venido teniendo mediciones desde el año 2002, donde demostramos que en el año 2002 teníamos el 50% de la población en pobreza monetaria, y hemos logrado bajarla a 27% de pobreza en el país en estos años. Y lo más importante es que ahora estamos midiéndola desde el año 2010 como pobreza multidimensional, y la dimensión que impacta mayormente en bajar la pobreza es la gestión sanitaria del aseguramiento en salud. ¿Eso qué quiere decir? Que a las personas se les ampara, se les protege sus hogares desde el punto de vista financiero, y el dinero, el poco dinero que consiguen para vivir lo pueden dedicar a alimentarse un poquito, a vestirse un poquito, y les puede en un momento dado sacar de ese círculo contra la pobreza. Adicionalmente, hemos bajado las barreras de acceso a la primera infancia, atendiendo a los niños menores de 5 años a través de las empresas que operan el régimen subsidiado en salud. Aquí tenemos grandes problemas con la nutrición, que es nuestra gran prioridad, y ahí es donde más tenemos que impactar ahora. Y las barreras de acceso a los servicios, que tienen que ver con las barreras económicas cuando se tienen, barreras de distancia y barreras culturales y barreras del mismo sistema. Con estas intervenciones hemos podido bajar, pero ¿cómo ha hecho Colombia especialmente? Que es uno de los mensajes principales que quiero dar. Colombia pasemos la siguiente por favor, Colombia desde la norma que hizo esta reforma contempló que empresas de la economía social fueran ejecutoras de la política, y aquí en ese entonces, en los años 90, se propició que organizaciones sociales, cooperativas o mutuales fueran ejecutoras de la política de atención a los pobres, que significa el régimen subsidiado. Se formaron cooperativas y se formaron mutuales, se incorporaron organizaciones sociales que atendían a los indígenas, y las cajas de compensación, que son organizaciones sin ánimo de lucro que hacen protección social. La siguiente, por favor. Quiere decir que estas organizaciones sociales en el país, pasemos la siguiente, tienen el 54% de la población del país a cargo. Tenemos 24 millones de personas en la economía social y solidaria haciendo salud.
¿Cuál es el mensaje de esto? Aquí acabamos de venir hace 2 semanas de Cartagena de Indias, no sé si alguno de ustedes lo conoce, pero en Cartagena de Indias tenemos uno de los grandes problemas de pobreza y allí la gente de la comunidad nos dice: a nosotros nos pican los mismos mosquitos que le pican a nuestros afiliados. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se extrae la riqueza, no se lleva, sino que se devuelve a las comunidades. Sigamos, por favor. Y esto Colombia lo aprendió y lo metió en el proceso de paz. Por favor, la siguiente. Lo metió en el proceso de paz y en el acuerdo de los grupos armados y el gobierno aceptaron que la economía social y solidaria formara parte del cambio social, de la transformación social. Y hoy, además de las capacitaciones y la asistencia técnica que se ha recibido, hay organizaciones ya funcionando de la economía social, haciendo trabajos productivos de comercialización en esas zonas de difícil acceso, en esas zonas de difícil conflicto y que tuvieron tanto tiempo abandonados por el tema estructural. Es así, señores gobernantes, donde nuestra recomendación desde los países que estamos en el hemisferio sur es: vinculen a la economía social y solidaria, que es la capaz de hacer transformación social. Las peleas entre los gobiernos, entre los partidos no importan. A la gente pobre lo que le interesa es sus necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Qui n'a pas entendu parler de blockchain? Pour nous en parler, et surtout pour nous parler du rôle d'accélérateur, de son rôle d'accélérateur sur l'économie sociale et solidaire, nous recevons Monsieur Tadej Slapnik. Aujourd'hui, vous êtes directeur de Tolar Hashnet, vous êtes président du World Blockchain Hub, vice-président du groupe de haut niveau Blockchain for SDGs et membre du conseil de la plateforme Changement Circulaire. Donc vous portez plus de 20 ans d'engagement, vous portez plusieurs casquettes. Vous avez été secrétaire d'État, vous avez été député à l'Assemblée nationale de votre pays, la Slovénie. Vous avez proposé une loi sur l'entrepreneuriat social qui a été adoptée en 2011. Initiateur et secrétaire général du Forum national des entreprises sociales à Ljubljana. Et maintenant membre à la Commission européenne du groupe d'experts de l'entrepreneuriat social. Bref, plusieurs casquettes, plein de choses. Vous êtes très dynamique et maintenant vous êtes surtout concentré sur les blockchains. Donc vous allez nous parler du rôle transformatif des blockchains dans l'agenda 2030. Thank you also for the invitation. Yes, I will try to present great potentials lies behind the blockchain technology, especially on the field of delivering and achieving global sustainable development goals. For the blockchain, the easiest explanation what it is that it's a technology which change the internet that we know, internet of information, into the internet of value. And this happened after almost 20 years that we use internet, and it's a quite revolutionary step forward. And we strongly believe that social economy sector should be aware of this technology and start to, of course, utilize it. We also call blockchain as a protocol of trust, transparency, and traceability. What is interesting for blockchain that its governance model, it's really in line with social economy enterprises. We can say that it's embedded in the DNA of the social economy enterprises, and that's why we strongly believe that exactly social enterprises and social economy enterprises can benefit the most out of the development of the blockchain technologies. In which areas do we see already that social economy enterprises are already using blockchain technologies? For example, on energy sector, we have platform, European platform Sun Contract, for example, which utilize blockchain technologies to enable peer-to-peer trading with surpluses of renewable energy. How great potential this solution have
let's say, energy cooperatives in Europe and globally, enabling them to trade with the surpluses of renewable energy with completely different way as it was possible till now. Second, let's say, field of usage of blockchain technology, for example, is on the field of traceability. We have solutions of blockchain platforms who enable completely traceability of food products, of some material flows, and what this can influence to the, let's say, cooperatives on the field of agriculture, if they can use these solutions to ensure the customers that origins of the food are really the one that are claimed. I would like to highlight also the using of the business model of cooperatives among the blockchain companies. Actually, France have the first such a company, ARC company, high-level blockchain technology company, which was the first in the world that incorporated itself as a cooperative. And it's a quite big potential also for all other startups that they will start to also merge into the business models of the social economy enterprises. Usually, we are also, when we are speaking about sustainability on the blockchain, that, as you know, the first generation, the second and third generation of blockchain technologies was really not sustainable, because for all the power on electrical energy consumption used to run the blockchain, it was really a lot of energy consumed, and we have to, let's say, pointed out that now, after 10 years of blockchain technologies that we have already 4th generation of blockchain technology. Actually, the company that I am running, Hashnet, just delivers such a technology, which is really energy not so consuming, fast and scalable. If we now look into the policy, concrete policy measures, what is going on the field of, let's say, supporting blockchain technology development on the field of social economy sector and related to global sustainable development goals, I have to highlight the document accepted and prepared by the United Nations Economic Commission for Europe, so-called white paper for blockchain technologies. And inside this white paper, it's really good structured the influence of blockchain technologies on each of 17 global sustainable development goals. With such a basic documents, now we can follow up like European Economic and Social Committee is doing. We have just to be delivered the first opinion prepared by its member, Mr. Giuseppe Guerini, which will highlight concrete potentials of blockchain technologies concretely for social economy enterprises. Another opinion is being prepared by another member of Economic and Social Committee, Mrs. Ariane Rodart, which will look out of the potential of blockchain technologies for European single market, and again aligning this potential, how we could use this technology to achieve global sustainable development goals. And at the end, I would like to highlight, let's say, 3 commitments related to, let's say, implementing blockchain technologies on the field of social economy. First one, definitely, it is that we have already a lot of use cases of different social economy enterprises already using, delivering some new services, business models, utilizing blockchain technologies. We have to first map them, we have to connect these initiatives and try to scale them up. This would be really positive impact to all global sector of social economy. Number 2 is that we have a lot of discussion with social economy enterprises that, yes, generally we all heard about blockchain technologies, but in concrete, there is not enough knowledge how in practice social economy enterprises could use this blockchain technology. That's why call to action number 2 is that we have to put a lot of efforts to bring the technology to the understanding and using it by the social economy enterprises.
And number 3 is that, of course, if we have powerful technology like blockchain, is that we have to focus that we will use it and implement it for public and social good. And here I strongly believe that social economy enterprises can be the first companies on the market who will be delivering that. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Tadej. Nous passons au dernier intervenant, Alexandre Mars, qui clôturera donc la série d'illustrations multisectorielles, multigéographiques de l'atteinte des objectifs de développement durable au travers de l'économie sociale et inclusive. Alexandre, vous avez créé en 2014 la fondation EPIC française, dont vous êtes actuellement le PDG. Cette fondation lutte contre l'inégalité touchant l'enfance, l'éducation, la santé et la protection de l'enfance, en apportant des ressources nécessaires aux organisations sociales. La fondation est essentiellement financée sur ses fonds propres, à hauteur de 2 millions de dollars par an. Et pour compléter, en 2018, vous êtes nommé par Tony Estanguet pour siéger au comité d'administration de Paris 2024. Je vous laisse la parole pour nous parler de la révolution du partage, pour clôturer. Merci. Merci. And I think I will do like Elisa. I will stand up after 15 minutes. Being seated. I know you cannot do this, but I can do this. I will stand up. I apologize. You will see my back. Je vais vous parler du darwinisme. On a parlé, il y a eu beaucoup d'économistes qui ont été cités cet après-midi. Sir Cohen a parlé d'Adam Smith, Jude a parlé de Jean-Baptiste Say. Moi, je vais vous parler d'un naturaliste qui s'appelle Charles Darwin. Charles Darwin a dit une chose assez essentielle. Il a dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes. Jamais. Les espèces qui survivent, vous le savez, c'est celles qui savent s'adapter. On m'a demandé de venir ici pour parler pas de ce que peuvent faire les gouvernements, parce qu'ils font beaucoup, mais ce que les entreprises vont devoir faire pour entrer dans cette économie solidaire, inclusive. Et je vais partager avec vous 3 exemples qui font que les entreprises changent, parce qu'elles sont obligées de changer. Les patrons de ces entreprises ne sont pas tous des ambassadeurs du bien social, mais ils savent que s'ils ne changent pas, il va y avoir des difficultés sur 3 sujets essentiels. 1, leurs employés. Il y a un mois de ça, j'étais à l'université de Cornell, à New York. Et en parlant à des étudiants, je leur ai posé 3 questions. La première, qui veut travailler en finance? Cornell, New York, finance, ça paraît assez logique. D'après vous, combien de personnes ont levé la main? Tous? Tu connais déjà la réponse. 0. Merci. 0 personne. J'aurais posé une seconde question. Qui veut devenir entrepreneur? Tout le monde. 3e question. Qui veut devenir entrepreneur social? 20% des gens. Cette question, je l'ai posée dans beaucoup d'universités à travers le monde. J'ai les mêmes réponses. Et là, ici, on n'est pas en train de dire est-ce que la France est plus généreuse que les États-Unis ou que le Bénin. Ce n'est pas ce qu'on dit ici. Ce qu'on dit ici, c'est que cet impact est au niveau de tous ces étudiants, toute cette nouvelle génération, on les appelle les millénials. Ils ont accès à la même information au même moment. Qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes-là, ils veulent plus, s'ils ont le choix, ils ne vont plus vouloir travailler pour certaines entreprises. Si ces dirigeants ne comprennent pas un message qui est fort, ça va être compliqué pour eux de les embaucher et de les garder. Ça, c'est pour les employés. 2e sujet, nous, consommateurs. Nous, consommateurs, on a accepté d'acheter des produits pendant des années, pendant des décennies, sans nous poser les bonnes questions. Où c'était produit, comment c'était produit, des choses qui nous paraissent tellement évidentes aujourd'hui. Je vous donne un autre exemple, en tout cas pour les Français de la salle. Est-ce que vous pouvez allumer les lumières, s'il vous plaît, de nouveau? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont acheté un produit C'est qui le patron? Est-ce que vous connaissez cette marque C'est qui le patron? Est-ce que vous pouvez juste lever la main, s'il vous plaît? Si vous pouvez allumer les lumières aussi. On voit qu'on a une salle qui porte ces valeurs-là, donc merci. C'est qui le patron pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas pour les étrangers ici, parce que ça arrive dans tous les pays du monde. C'est 2 entrepreneurs qui ont décidé d'aller s'attaquer au marché des Danone et Nestlé de ce monde. Pour ça, ils se sont dit, on va faire des bons produits, mais surtout, on va essayer de répondre à une problématique qui est partagée par les consommateurs. Ils ont fait un sondage
Vous savez, on a parlé beaucoup de ça ces derniers mois en France, un RIC, pour ceux qui ont entendu parler de ça. Sondage, ils ont posé 7 questions. Première question, est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'un producteur gagne correctement sa vie? Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas entendu. D'accord. Ben, ça vous coûtera 4 cents de plus. Deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir moins d'OGM dans le lait? 7 cents. Est-ce que vous pensez que les producteurs devraient avoir une semaine de vacances par an, minimum? Oui. Ils sont terminés en disant que le prix du lait devrait être 99 cents d'euros. Pour vendre ce prix-là, 99 cents d'euros, ils ont fait 2 choses exceptionnelles. Ils se sont dit, on n'aura aucune dépense marketing, 0 dépense de communication. Deuxièmement, ils ont dit, on n'aura aucune force de vente. Comment ils ont fait d'après vous? Nous citoyens, nous consommateurs, ils appellent ça les consommateurs. Des gens qui disent, si j'ai le choix entre ce produit-là et ce produit-là, je prendrai celui qui va plutôt correspondre à mes attentes, à mes valeurs. Auprès de 2 ans, 2 ans en France, c'est la première marque de lait vendue en France. Première. Pas la deuxième, pas la troisième, la première. Et aujourd'hui, ils sont en train de rentrer dans quasiment tous les pays avec des coopératives. Et ça, c'est un exemple. On en a plein d'autres. Dans quasiment tous vos pays, je peux vous donner des multitudes d'exemples d'entreprises qui vont réussir parce qu'elles connectent les valeurs avec leurs actions. Troisième raison, c'est nos familles. La plupart des gens ici ont des enfants. La plupart des gens ici, quand ils rentrent à la maison, à Washington ou ailleurs, c'est comment c'était ta semaine, papa? Comment c'était ta semaine, maman? Ou ta journée? Pendant des années, la réponse qu'on donnait, et qui nous suffisait peut-être, c'était c'était bien, j'ai fait 5% de croissance, j'ai ouvert 2 boutiques. C'était uniquement drivé par un sujet économique. Et bien, ce qu'on se rend compte, c'est que cette génération-là, et je vous rappelle qu'il fait 50% de la force productive dans les 3 prochaines années, c'est moins de 30 ans, il ne se suffit plus de ça. Et donc maintenant, c'est quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Et si vous ne répondez pas à cette question, si vous n'arrivez pas à associer l'un avec l'autre, ils ne vous écoutent plus vraiment, en tout cas, ils ne vous poseront plus la question. Ça, évidemment, quand j'ai une audience comme la vôtre, on comprend tous, on partage tous ces émotions-là, ces valeurs-là. Mais pour vous dire que ce n'est pas suffisant de les partager, il faut qu'on soit dans l'action. Il faut que nous-mêmes, on porte ça, et pas uniquement une fois de temps en temps. Et pour terminer cette présentation, je vais vous poser une question pour vous faire comprendre qu'agir n'est pas si simple que ça. Est-ce que vous pouvez de nouveau lever la main, ceux qui trouvent normal, correct, qu'une entreprise comme Apple, qui fait 60 milliards de profits, ne paie pas ses impôts? Donc quasiment tous veulent payer. Ils ne paient pas leurs impôts. Pourquoi payer ses impôts d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez juste lever la main si vous trouvez ça normal? Personne ne trouve la main. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Soyez honnêtes. Levez la main ceux qui ont un iPhone. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Et vous avez compris. Ce que nous disons, c'est que ces entreprises-là vont avoir des soucis. Vont avoir des soucis parce qu'on ne peut pas continuellement être déconnecté entre ce qui est... On a aussi des bruits de fond. On ne peut pas continuellement être déconnecté de notre valeur profonde et de nos actions. Et que ça, c'est notre quotidien, en espérant que ce que vous écrivez, ce qui est écrit là-haut, on se bat pour ça. Cette économie est une économie, en effet, où il y a une convergence d'intérêts, de valeurs, et que cette inclusion est là, à portée de main, si on est acteur de ce changement. Merci beaucoup. Un grand merci Alexandre, très inspirant comme à l'accoutumée. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à lire ton livre, La révolution du partage. Voilà, sauf si on a le Bicast qui s'est prononcé, l'audience qui s'est prononcée sur certains mots. Vous pouvez clore maintenant, Thibaut. D'accord. Donc merci, thank you very much and muchas gracias. And I'm sorry for my Portuguese. Oui, on a pour résumer, donc je pense qu'il y a des engagements qui sont sortis de chacun d'entre vous.
qui doivent être, et on l'espère, repris pour porter l'alliance que veut mettre en œuvre maintenant le Pact for Impact. On a parlé, on l'a vu en tout cas, les engagements de l'ESS, les actions de l'économie sociale et solidaire et de l'économie inclusive sont cross-cutting, sont transversales dans l'ensemble des objectifs de développement durable. Donc il faut continuer parce que ça peut être un accélérateur de l'atteinte de ces objectifs. On a parlé de l'ESS comme driver of inclusive growth. On a parlé d'instauration de référentiels de l'économie sociale et solidaire qui pouvaient aussi accélérer l'agenda 2030. On a parlé de passer des standards de cibles finalement aux réalisations, from targets to outcomes. Donc placer le curseur finalement un petit peu sur d'autres, sur des réalisations un peu moins traditionnelles. On a parlé d'accompagnement, on a parlé donc de formation, d'autonomisation. Et voilà, je crois qu'on a parlé d'à peu près tout ça. Et aussi de mapper, de connecter et de scale up pour que enfin l'économie sociale et solidaire, l'économie inclusive passe de la marge à la norme. Et donc je pense que c'est là tout l'enjeu. Donc on aimerait tous ensemble, public, invités aussi représentatifs qui viennent des organisations internationales, qui viennent des gouvernements nationaux, des collectivités territoriales, de la société civile, des entrepreneurs ou des réseaux de l'économie sociale et solidaire, du milieu académique, des médias. On aimerait que tous ensemble on prenne un engagement qui soit repris pour le Pact for Impact, que l'ESS soit véritablement un moteur de changement. Donc, quelle traduction, Monsieur Itier, vous et vos équipes vous en ferez, on sera là, je crois, pour vous aider et pour voir le résultat demain soir. En tout cas, un grand merci pour Pact for Impact et un grand merci à nos invités.